Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 29 septembre 2025. Gavino de Falcon accompagné de mon bon ami Jeremy Filosa. Comment ça va mon chum? Ça va très bien avec une belle semaine devant nous. Belle They did it! They did it! Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui! Pa, 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 pa. Ils sont champions! Les Jays sont champions de la division S! Incroyable, mais vrai! Philo, on a passé une belle année avec les Blue Jays, premier de la division Est, comme on l'avait prédit au début de la saison au podcast des Blue Jays. Un dossier de 94 victoires ex-aequo avec les Yankees, mais les Blue Jays ont le bris d'égalité. Ils ont gagné les 4 derniers matchs, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour clincher enfin la division Ouest. Vous avez vu les images, les célébrations et tout ça. Philo, un tour de table rapide. Moi, j'y croyais pas vendredi lorsqu'on a quitté justement les ondes vendredi lors du podcast hebdomadaire des Blue Jays. Mais ils ont été capables de clincher ça, mon chum. Ben, écoute, vendredi, là, les Yankees allaient tellement bien. On s'est dit, impossible que les Yankees échappent un match contre les Orioles. Comme de fait, ils ont gagné ces 3 matchs-là. Alors, les Blue Jays n'avaient aucune marge de manœuvre. Il fallait gagner les 3 derniers matchs contre les Rays. Et ils ont été en mesure de le faire. Je leur lève mon chapeau parce que moi non plus, j'y croyais pas, honnêtement. Mais il y a un gars qui s'est levé quand ça comptait le plus. Alejandro Kirk, qui, mon cher ami, connaissait des difficultés depuis quelques semaines, mais dans les 2 matchs les plus importants où tu avais 0 marge de manœuvre, Alejandro Kirk a sorti son bâton et il a dit « Je m'en occupe, I got this, I got this ». 3 circuits dans les 2 derniers matchs pour aider son équipe à se qualifier en séries éliminatoires. À se qualifier, à gagner le championnat. On reprend l'action en fin de première manche. Les Blue Jays menacent, les buts remplis pour Alejandro Kirk. On regarde. 2-2 again. And a drive to deep left field. Gone! Écoute, les émotions d'Alejandro Kirk. Écoute, il avait les yeux pleins d'eau en contournant le 3e but, tu sais, lorsqu'il a dit salut sûrement à sa famille et tout ça. Même moi, j'avais les yeux pleins d'eau. Je te le dis, j'ai braillé un petit peu lors du contact. Mais en première manche, tu sais, 2 gars 6 buts, les Blue Jays menacent, pis t'as Vladimir au bâton. J'ai dit, j'espère que tu frapperas pas dans un double jeu, s'il te plaît. Frappe un menotté, mais coup sûr dans la droite qui ouvre les écluses et tout ça. Et là, tout d'un coup, Alejandro Kirk, les buts remplis. Tu sais, Santander n'a absolument rien fait dans ce match-là. Encore une fois, on va y revenir dans quelques instants. 2 circuits, 6 points produits, 1 double. Écoute, il était 5 en 50 dans ses 50 dernières présences au bâton. Sa dernière présence au bâton samedi, loin dans la gauche. Et là, répond présent, ça a été le joueur du match des Blue Jays. Il s'est levé, lui. Tu sais, quand je t'avais dit une couple de semaines, j'ai dit, il va falloir qu'un joueur en quelque part, dont Vladimir, qui connaisse un match de 2 circuits, 5 points produits, qui gagne le match à lui seul, c'est ça qu'a fait Kirk hier. 2 et 6, il a gagné le match à lui seul. Ben oui, puis on va tous oublier la mauvaise séquence d'Alejandro Kirk qui a fait descendre sa moyenne en bas de 280. Je veux dire, c'est un gars qui frappait en haut de 310 là, durant l'année. Alors vraiment, ça a été difficile pour lui et il a eu droit à un rappel. Je pense que c'était la première fois cette année que la foule demandait un rappel à un joueur. Kirk est ressorti de l'abri, a salué la foule. Peut-être George Springer le 1er juillet, je me souviens plus exactement, mais c'est une des rares fois cette année où il y a eu un rappel, un joueur qui a dû sortir de l'abri tellement la foule le réclamait. Et ça, c'était extraordinaire de voir ça parce que ce que les gens veulent voir, c'est des gars qui se lèvent dans des moments importants. Quand ça compte, quand tout est sur la ligne, c'est là que ça compte le plus. Alors, vraiment, chapeau à Alejandro Kirk. Ça finit 11-4, mais c'est pas vraiment l'allure de la rencontre puisque c'était 4-3. Ouais, 13-4, ouais, c'est ça, 13-4. Tampa Bay qui menaçait, tu t'en souviens, là, les buts remplis.
Ensuite, on chasse Gausman, 3 manches et 2 tiers. Viens t'asseoir. Tu l'as pas aujourd'hui, mon Kevin. Et on amène le gaucher Mason Fluharty, qui, on sait, plus tôt cette saison, avait connu des bonnes séquences au Dodger Stadium en retirant coup sur coup, là, Shohei Ohtani et Mookie Betts. Et hier, les buts remplis, 2 retraits. 1, 2, 3, viens t'asseoir dans l'abri. Lorsque je te dis que John Schneider, hier, il a géré un de ses meilleurs matchs. Oui, les Blue Jays ont frappé la longue balle. Il a sorti les bons lanceurs au bon moment. Et même, en 4e manche du baseball de situation, vol de but, après ça, amorti sacrifice, ballon sacrifice, les gars ont fait le travail. Et même John Schneider, hier, il gérait, bravo, pour gagner. A+, pour John Schneider, hier. Oui, puis tu sais, Mason Fluharty, qui avait connu un début de saison extraordinaire, puis après ça, il a été même rétrogradé dans ce qu'on appelle un roster crunch. Là, à un moment donné, il n'y avait plus de place dans l'alignement. Il a été envoyé à Buffalo. Il a roulé sa bosse pendant presque 1 mois à Buffalo avant d'obtenir un rappel. Et là, il est de retour dans le cercle de confiance de John Schneider. Écoute, à New York, là, c'était Aaron Judge et Giancarlo Stanton qui traînaient leur équipe. Nous autres, c'était des Mason Fluharty et des notre ami Brandon Ruil là Justin Bruil, sérieux. C'est le match le plus important de l'année. T'es en avance, t'amènes Justin Bruil. J'ai dit aïe aïe, samedi dernier, j'ai dit il a fait la job. Il a fait la job, Philo. Incroyable à quel point cette année tout le monde y a mis du sien. Et ça a été ça la recette des Blue Jays cette année. Ça n'a pas été l'histoire d'un seul joueur. Oui, on a eu des joueurs qui ont vraiment bien performé, notamment George Springer et Bo Bichette. Mais l'équipe de soutien autour d'eux a été extraordinaire. Moi, je pense que les Blue Jays ont trouvé la recette gagnante. J'en ai peut-être parlé dans un podcast il y a quelques semaines, mais je pense que les Blue Jays ont compris une chose. Si tu as dans ton alignement 5, 6, 7 joueurs qui sont capables de placer la balle en jeu, frapper des simples, obtenir des buts sur balle, déposer des amortis, voler des buts, tu vas gagner beaucoup de matchs. Et surtout, si tu as une couple de gars bien payés qui, autour de tout ça, vont mettre le crémage sur le gâteau, Springer, Bichette et Guerrero, ben, tu vas être une équipe très difficile à battre et les Blue Jays sont la meilleure équipe de la Ligue américaine cette saison. J'écoutais les MLB Network de ce monde. Ils disaient les Blue Jays, c'est la version Ligue américaine des Brewers de Milwaukee, c'est-à-dire ils ne s'éliminent pas, ils jouent très bien défensivement, ils jouent du bon baseball de situation et il n'y a aucun trou dans l'alignement. Tu peux pas dire, écoute, on a un trou sur le banc puis on n'a pas vraiment de releveur puis les partants. Je pense que les Blue Jays ont de la profondeur à chaque position et ils l'ont démontré. Tu sais, je veux dire, lorsque t'enlèves, exemple, un Ernie Clement et tu fais confiance à, Jimenez en défensive, pas de problème. Lorsque, tu mets Addison Barger à droite ou à gauche, pas de trouble. Nathan Lucas pour jouer votre genre de centre, peut jouer votre genre de droite. Même chose, t'es allé chercher Ty France pour être la doublure de Vladimir Guerrero. Heinemann a frappé pour 2,89 comme receveur auxiliaire. Tu sais, il n'y a pas vraiment de gros trous avec les Blue Jays cette saison. Parce que les Blue Jays, en plus de jouer cette année du baseball de situation avec des joueurs de rôle qui ont tout fait, tu as un budget en plus. Tu as un budget pour aller chercher un Shane Bieber. Tu as un budget pour aller chercher des gars qui vraiment vont épauler cette équipe-là au plus haut niveau. Donc, c'est vraiment la recette gagnante, Gavino. Moi, j'en suis convaincu. Les Brewers n'ont pas le budget des Blue Jays. Les Blue Jays peuvent faire ça année après année après année s'ils le veulent. Alors, tous ces joueurs-là qu'on vient de mentionner, les Ernie Clement, pas des gros salariés, Barger, pas un gros salarié, ont tous mis la main à la porte. Nathan Lukes, j'ajouterais sérieux là-dedans. Tu sais, il n'y a pas de grosses vedettes à la Aaron Judge ou bien à la Juan Soto. Tu sais, je les appelle comme ça les joueurs quadruple A, c'est-à-dire c'est pas des joueurs implantés dans les ligues majeures, mais c'est pas des joueurs de 3A. Tu sais, les joueurs de 4A, là, Miles Straw, Andrés Jiménez, ensuite Nathan Lucas, un vétéran de 31 ans qui s'implante maintenant comme joueur à chaque jour. Même chose pour Ernie Clement. Il y a personne qui avait prédit ça au début de l'année, que ces gars-là auraient transporté les Blue Jays, puisqu'il y aura pas vraiment de candidat au joueur le plus style à son équipe.
équipe. On va parler de George Springer dans quelques instants, mais t'as pas des chiffres à la Cal Riley et Aaron Judge. Tout le monde a contribué, que ce soit du premier au 40e joueur. Même un gars comme Joey Loperfido, il a joué un rôle cette année avec les Blue Jays. Ben oui, il a frappé une coupe de circuit important. Alors, c'est vraiment un effort de groupe. Oui. Tu sais, Gavino, je me souviens au début de la saison, là, j'écoutais les analystes à Toronto dire « Ah, ben là, il va falloir que Vladimir traîne l'équipe, puis les gars qui sont capables de faire, ça va passer par eux autres. » Et finalement, ils ont tous changé leur fusil d'épaule en se disant « Non, c'est un effort d'équipe. Tout le monde doit y mettre du sien. » Et c'est exactement ça qu'on a vu cette année. Moi, un des aspects du jeu des Blue Jays que j'ai vraiment aimé cette année, ça a été la défensive au champ extérieur. Puis on l'a vu encore ce week-end. Des catchs spectaculaires, notamment de Nathan Lukes. On a vu cette année des catchs spectaculaires de Varsho, de Straw, de Schneider, Loperfido. Même chose, Barger avec son bras également. Mais tu sais, on a vu cette année des jeux défensifs, les gars n'abandonnent jamais. Et puis, ils font le bon jeu. Hier, Vladimir a coupé un coureur au marbre. Un peu plus tôt, il y a 2 semaines, il a retiré José Altuve qui, tentait d'aller vers le 3e but. Ça a été un gros jeu défensif. Un peu plus tôt cette saison, tu te souviens le catch spectaculaire de Davis Schneider par-dessus son épaule, plonge et saisit la balle. Et surtout le relais en fin de semaine, Nathan Lukes lance au 3e but une bombe et Addison Barger qui démissionne pas sur le coureur qui prolonge sa course. Ça, je te dis, les Blue Jays vont chercher un petit edge à chaque 90 pieds, A+, pour le coach en défensive et John Schneider. Ben écoute, le relais de Lucas, là, je veux dire, honnêtement, tout le monde s'attendait à ce qu'il remette tranquillement la balle au joueur de 2e but. Lui, il dit non. Pourquoi? Je prends une chance. Puis là, il tire un plomb au 3e qui convertit un retrait important. Je veux dire, si tu es un coach puis tu es un puriste du baseball à ce niveau-là, là, tu peux pas en demander plus. Ils sont vraiment sublimes à regarder jouer les voltigeurs des Blue Jays. On parlait de Oncle George Springer. Regardez hier, son coup de circuit, on regarde. So the Yankees, Blue Jays, and Red Sox all on the same side, and George Springer has left the yard. A fly ball that just kept going. Hier, pendant les célébrations, as-tu vu comment George Springer est populaire dans le clubhouse? Selon moi, c'est le capitaine des Blue Jays cette saison. Ouais, définitivement. On a entendu aussi la foule scander MVP, même si probablement il ne gagnera pas le titre de joueur le plus utile, mais il mériterait au moins quelques votes. Mais tu as raison de le mentionner. Lui, il a gagné la Série mondiale. Il est passé par là. Puis s'il y en a un qui s'est levé cette année, toute la saison, c'était George Springer. Moi, là, cette équipe-là, dans une situation critique, s'il y a un gars que j'aurais voulu à la plaque, c'est George Springer toute l'année. Il a été clutch. Il a connu sa première saison en carrière, Gavino. Il a 36 ans, a frappé plus de 300. C'est incroyable comment il a été bon pour les Blue Jays cette année. Puis lui, il n'y aura pas de nervosité durant les séries éliminatoires, là. Lui, il peut juste gagner, là. Je veux dire, il n'y a rien à perdre, lui, en séries éliminatoires. Il a tellement été bon cette année. Il a déjà gagné la Série mondiale. Il va vouloir ajouter une bague à son doigt. Et by the way, j'ai regardé, là, les preneurs au livre ont les Blue Jays comme 4e favori pour remporter la Série mondiale cette saison. Ouais. Beaucoup de points tournants positifs cette année. Je veux dire, 94 victoires. On va en parler de quelques-uns. Moi, je pense que la blessure à Santander, c'est plate, là, mais ça a été un point positif de la saison. Ensuite, je sais qu'il a frappé 44 circuits avec les Orioles l'année passée, mais il me semble que tout le monde a élevé son jeu d'un cran après. Tout le monde a joué du baseball de situation. Bravo à John Schneider également. Oui, il va sûrement gagner le gérant de l'année. Puis je sais qu'on peut le critiquer. Il aurait dû déposer un averti sacrifice. Il aurait dû demander un but volé. Mais as-tu vu l'esprit de famille et de camaraderie qu'il a instauré dans le clubhouse? As-tu vu comment que ce gérant-là est aimé par ses pairs, là, surtout les joueurs incroyables? Écoute, l'accolade entre John Schneider et Alejandro Kirk, pour moi, disait tout.
Kirk pleurait littéralement dans ses bras à la fin de la rencontre. Donc, tu sais, la relation entre un gérant et un receveur numéro 1, elle est tellement importante parce que la stratégie passe par ces deux gars-là. Quel tir on appelle, quelle situation de match, est-ce qu'on effectue un relais sur des sentiers? Donc, beaucoup de respect entre ces deux gars-là. Et ça, comme tu viens de me le mentionner, ça m'a prouvé que les gars sont derrière leur gérant et derrière les décisions du gérant. Est-ce que ça a été parfait cette saison? Non. Est-ce qu'il va gagner le titre d'entraîneur, de gérant de l'année? Fort probablement. Et je pense que John Schneider vient probablement de s'assurer d'un nouveau contrat avec les Blue Jays. Parce qu'on vous rappelle, là, il est sans contrat, John Schneider. Sans contrat. Bon, les points positifs, les faits saillants de la saison. Oublie pas. Un circuit très important de Beau Bichette au Texas. C'était, bon, les Blue Jays n'allaient nulle part au mois de mai. Et là, tout d'un coup, gagnent ce match-là in extremis. Un coup de circuit de Beau Bichette en début de 9e manche. Ça a viré le navire de bord. Tu peux parler du 1er juillet de George Springer. On peut parler de plusieurs exploits défensifs. La tenue de Max Scherzer également au mois de juillet. Ensuite, ça a été un peu plus difficile. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Peut-être 3 faits saillants de la saison, là, Philo. Ouais, j'en ai peut-être quelques-uns de plus, mais pour moi, tout part au camp d'entraînement avec l'arrivée des deux instructeurs offensifs de l'équipe, Popkins et Ionetti, qui ont travaillé sur les élans des joueurs, mais aussi sur les stratégies de baseball de situation dont John Schneider nous avait admis ici même au podcast des Blue Jays que c'était quelque chose qu'ils avaient abandonné pendant des années. Ensuite de ça, oui, le circuit de Beau Bichette au Texas qui commence à donner des ailes aux Blue Jays. La blessure d'Anthony Santander a ouvert la porte à des joueurs comme Nathan Lucas, entre autres, Miles Straw, qui ont beaucoup contribué au succès de l'équipe. Le grand chelem de George Springer dans la série contre les Yankees le 1er juillet, qui, selon moi, a donné aux Blue Jays cette confiance de dire on est meilleur que les autres équipes dans notre division. Quand tu balayes sur 4 matchs les Yankees, ça fait du bien. Ensuite de ça, l'arrivée de Bieber, qui a été un point tournant selon moi. Et l'arrivée de Bieber a coïncidé avec les retours au jeu de Varsho et Jimenez. Et l'arrivée de tout ce beau monde a compliqué un peu la tâche du gérant. Et ça n'a pas nécessairement donné, au moment où on se parlait à ce moment-là, les meilleurs résultats possibles parce que ça a tassé d'autres gars qui faisaient du bon travail, notamment Eric Lauer, notamment les Straw, Lucas, Schneider, qui ont été tassés à cause de Varsho et Jimenez qui revenaient au jeu. Et ensuite de ça, les derniers jours, là, le grand chelem de Varsho, grand chelem de... Absolument. Tu sais, lorsque on regarde Santander hier, 4e rang, frappe au 4e rang, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait de bon, ce gars-là, pour mériter de frapper clean-up dans le match le plus important de la saison? Je m'excuse, là. Tant aussi longtemps que t'as pas fait tes preuves comme 7e, 6e frappeur, t'as pas d'affaire à frapper 4e. Et hier, tu sais, je le regardais sur le banc. Bon, il s'était fait retirer du match en 5e manche et les gars jokaient avec lui en 8e, en 9e. Tu sais, il était déjà en tracksuit. Il y avait un demi-sourire. Il sait très bien que l'équipe s'est rendue là sans ses prouesses à lui, là, Anthony Santander. Il a tout approuvé, ce gars-là, à partir de la semaine prochaine. J'espère qu'il va être hot. Et également, Vladimir, j'espère qu'il va retrouver son coup de bâton. Puisque si je t'avais dit au début de l'année que les stats de Vlad, ça allait être 2,95, 23,83, tu m'aurais dit, écoute, c'est une saison oubliée, puis les Blue Jays n'ont pas fait les séries. Tu sais, c'est des stats honnêtes, mais pas le standard de Vladimir, le philo. Non, tu as absolument raison. Tu l'as bien dit, des statistiques honnêtes, mais pas au standard d'un joueur super vedette du baseball majeur dont il va être payé à partir de l'année prochaine. Là. Il va falloir qu'il livre la marchandise parce que sinon, il va trouver que la pression va être très forte sur lui. Moi, Gagno, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'un frappeur qui est aussi mêlé que Guerrero présentement au bâton peut replacer la machine, redresser les choses en l'espace de quelques jours. Je veux dire, il l'a pas fait depuis 3 semaines. Ça se fait pas en claquant des doigts. Je sais que John Schneider dit tout le temps Guerrero est toujours à un élan près de se replacer. Moi, j'y crois pas. Son élan est tout croche. Sa confiance au bâton est ébranlée. Moi, je pense que Santander va être dans l'alignement des séries éliminatoires simplement parce que
En un élan, il peut te donner une avance dans un match, mais je ne le vois pas débuter beaucoup de matchs en séries éliminatoires. Probablement sur le banc comme frappeur, pas frappeur de choix, mais frappeur suppléant. On va regarder hier le dernier retrait du match et on revient. And a ground ball fair. Guerrero to Lauer, and they've done it. The Toronto Blue Jays are American League East Division champions for the first time in 10 years. Écoute, Philo, si j'avais à parier hier, là, si c'était en 7e, en 8e manche, je me suis dit, bon, OK, on va donner la balle à Jeff Hoffman en 9e manche. C'est lui qui le mérite. C'est lui, bon, qui va avoir le dernier retrait de la rencontre, le champagne et tout ça. Et non, John Schneider, il va avec Eric Lauer. Je me suis gratté la tête. D'habitude, c'est pas ça le protocole. Tu y vas avec ton closer, dernier jour du match. C'est lui qui t'a amené là, 33-34 sauvetages. Et pourquoi qu'on n'a pas sorti Jeff Hoffman en 9e hier? Ben écoute, hier, j'écoutais, je pense que c'est Joe Siddall qui parlait de ça, et il a dit, c'est clair que John Schneider voulait donner à Eric Lauer la possibilité de fermer ce match-là en lui disant, écoute, là, chef, je sais que c'est toi là, qui a été sacrifié à un moment critique de la saison alors que tu lançais très bien. Je veux te donner la balle pour que tu puisses fermer cette saison régulière 162e match pour que tu saches que tu comptes pour nous autres. Puis moi, je te le dis, Eric Lauer va avoir un rôle important en séries éliminatoires. Je ne sais pas s'il va être partant, je l'espère. Puis c'est sûr que les gens ont regardé ça et ont dit « Wow, attends une minute, Eric Lauer, là, il lance en longue relève depuis quelques semaines. Pourquoi lui donner une manche seulement? » Moi, je pense qu'Eric Lauer va avoir un rôle soit de partant ou soit de bulk relief, c'est-à-dire lanceur de longue relève, mais pour étirer ça, mettons, de la 3e à la 7e manche, quelque chose comme ça. Mais je pense que ça a été quand même un beau geste du gérant de lui redonner ça. Puis, il va s'en souvenir toute sa vie. C'est lui qui a closé le championnat de division en fin de saison à domicile. Bon, une semaine de repos du côté des Blue Jays. Là, on va extrapoler sur qui va lancer dans la série, soit contre les Yankees ou contre les Red Sox. On y revient dans quelques instants. Mais là, Gausman, dans les 2 derniers départs, il a été frappé un petit peu contre les Red Sox. Bon, je pense qu'il n'a pas terminé la 6e manche. Hier, c'est pas rendu en 4e manche. Tandis que Shane Bieber, c'est quand même concluant. C'est des 6 manches et 2 tiers, donne toujours 2 points, mais s'en sort tout le temps. Là, je veux dire, Shane Bieber n'aura pas lancé depuis un bon bout. Max Scherzer, je pense qu'on peut l'oublier dans un rôle de partant. Trey Savage, est-ce que tu le fais lancer à domicile ou sur la route? Tellement de questions. Comment tu vois ça, toi, la rotation? Au moins les 2 premiers matchs à Toronto, samedi, dimanche prochain. Écoute, tu sais, la réalité, là, c'est qu'il n'y a pas de Randy Johnson ou de Curt Schilling ou de Greg Maddux dans cette équipe-là. Tu as des très bons lanceurs, mais tu n'as pas de gars que tu dis, lui, là, il est intouchable. C'est sûr qu'il nous donne la meilleure chance de gagner le premier match de la série. Là, le point que tu amènes est extrêmement important parce que si tu veux donner un départ à Trey Savage, je pense que dans un monde idéal, Gavino, ça ne sera pas dans la jungle du Yankee Stadium. Ben non, le jeune homme, là, il va avoir les nerfs à fleur de peau. Ben oui. Puis là, tu le lances dans le Welcome to the Jungle. Non, mais t'as déjà décidé que ça allait être les Yankees, toi, là. Rapidement, Écoute, Boston, c'est une petite coche de moins. C'est vrai. Ça va être extrêmement hostile. Puis moi, je veux que le jeune homme ait sa concentration sur le travail qu'il a à faire au monticule. Alors, là, la question, c'est si tu veux lui donner un départ, mettons dans le match numéro 2, par exemple, ça veut dire que si, mettons, Gausman est ton 3e ou que Bieber est ton 3e, il ne revient plus dans la série. Tu comprends? C'est vrai. Alors, écoute, ce sont des décisions extrêmement compliquées à prendre. Là. Ça va vraiment être intéressant dans la série Boston contre les Yankees. J'imagine que Crochet va lancer le premier match. Et si jamais les Boston gagnent en 2, je veux dire, est-ce qu'il va être prêt pour lancer samedi? Il va sûrement lancer un des 2 premiers matchs à Toronto, soit samedi ou dimanche. En tout cas, on va surveiller ça de près, mais je pense que les Yankees, en principe, sur papier, ils sont hot, ils perdent plus. Je pense qu'ils vont gagner la série contre les Red Sox de Boston. Je suis d'accord avec toi.
Trey Savage, t'as pas d'affaire à lancer au Fenway Park ou au Yankee Stadium. Tu devrais lancer le deuxième match de la série. Tu sais, si Jimenez ne fait pas l'erreur samedi dernier, il se rend peut-être en 6e puis en 7e manche. Trey Savage, malheureusement, son pitch count était rendu à quoi? À 80-85 lancés. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça prend un vétéran lors du 3e match sur la route en espérant que Bieber ou Gausman là, se retrouvent et ne donnent rien à l'adversaire et lancent autour d'un gars comme Judge samedi prochain. Là. Je te pose une question. Mettons, là, dans un 4e match sur la route, est-ce que tu es à l'aise avec un Eric Lauer au monticule? Est-ce que tu y fais confiance? Oui. Amplement. Puis, je pense pas que Chris Bassitt va être prêt à revenir au jeu. Est-ce qu'il va être prêt? Oui. Est-ce qu'il va être à 100%? Je ne sais pas. Et Chris Bassitt sur la route, on sait, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas loin. José Berrios non plus sera pas disponible. C'est qui ton 4e partant? Pour moi, il n'y a pas photo. Entre Eric Lauer et Max Scherzer, t'as pas le choix de donner la balle à Eric Lauer. T'as pas le choix. Écoute, à domicile, OK, mettons dans le match numéro 1 ou numéro 2, tu avais un partant qui avait des difficultés. Bassitt, il peut rentrer en longue relève pour prendre la place d'un Gausman ou peu importe qui lancera dans le match numéro 1 ou numéro 2 si ça se passe pas bien, parce que Bassitt, à domicile cette année, il a été extraordinaire. Mais sur la route, c'est une toute autre histoire. Okay. Je pense que déjà, probablement, le gérant a eu la discussion avec Bassitt pour lui dire, si on est sur la route, c'est sûr que c'est pas toi qui monte au monticule. Donc, prépare-toi mentalement pour être disponible lorsqu'on joue au Rogers Center. En terminant, on a critiqué la relève du côté des Jays là, tout au long de l'année ici au podcast des Blue Jays, mais dans les 10 derniers matchs, la relève a très bien fait, Philo. Là, je suis sûr que John Schneider, il se gratte la tête, il se dit « OK, je commence avec Jeff Hoffman en 9e manche. » Mais disons là, que Jeff Hoffman, il bousille le premier match, les Blue Jays sont en retard 0-1. Je m'excuse, là, mais là, t'as des options sur le banc. T'as Dominguez qui a bien fait. T'as Yariel qui peut, terminer des matchs également. Braden Fisher, quelle histoire incroyable pour lancer la 7e, la 8e. Même chose pour Tommy Nance, pas d'affaire là. Et il a lancé comme un champion lui aussi toute l'année. Ouais. Ça va être des décisions difficiles et on va second-guesser jusqu'à demain matin si jamais les Jays sortent pas le bon releveur au bon moment, Philo. Moi, écoute, Gavino, dans les 10 derniers jours, là, je dois te dire que je dois donner crédit à John Schneider. Dans des situations critiques, tard dans le match, un score serré, qui est-ce qui nous sort? Tommy Nance fait le travail. Fisher fait le travail. Fluharty fait le travail. Là, t'es comme, wow! Écoute, tu sais, je veux dire, c'est des gars là, qui sortent, c'est des noms qu'on sort d'un chapeau et ils font le travail. Là, je dois te dire que je suis perplexe par rapport à Jeff Hoffman, parce que récemment, au mois de septembre, il n'y a pas des mauvaises statistiques. Non, en général. Mais, il a rendu ça excitant, par contre. Là. Oui. C'est toujours des aventures, les buts remplis, 2 gars en position de marquer, des balles à clôture, mais s'en sort tout le temps. C'est le Rocky Bedell de 2003 avec les Expos, à peu près. Hey, écoute, je t'explique pourquoi ça me rend perplexe. Parce que, comme tu dis, il rend toujours la situation intéressante. Il y a des sorties dans les dernières semaines, Gavino, où sa balle rapide ne dépassait pas 93 000 à l'heure. Ça, pour moi, c'est un drapeau rouge important. Mais il y a d'autres sorties où il a été capable de pousser des rapides haut dans la zone des prises à 97 000 à l'heure. Là, c'est pas la même chose. Alors, c'est lequel Jeff Hoffman qui va monter au monticule? Gavino, il y a des soirs où il a lancé 2 matchs consécutifs, tu sais, 2 soirs consécutifs. Premier soir, 93. Le lendemain, il se posait être plus fatigué, 97. Alors là, tu dis, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Alors, je sais pas sur quel pied danser avec Hoffman, puis je pense que le gérant John Schneider se pose les mêmes questions que nous autres. Je suis vraiment excité à l'approche des séries. J'ai bien hâte de voir ce qui va gagner entre Boston et Yankees. Tu sais, Boston, c'est pas compliqué, là. Ils ont une bonne équipe, mais si Boston mène après 8 manches, ferme les livres, là. C'est à Chapman, 1, 2, 3. Je pense pas que Toronto va être capable de marquer des points contre Aroldis Chapman. Et contre les Yankees, il va falloir que tu lances autour de Stanton et Judge, puisque, écoute, ils frappent de ce temps-là, mon chum, ça a juste pas de bon sens. Frappe des kilomètres de balles par semaine. Rapidement, Philo. Ben, écoute, ce qu'on va surveiller, bien sûr, l'état de santé de Beau Bichette, qui frappe dans la cage, mais écoute, Gavino,
la manière qu'on voit ça présentement, il jogue pas, il court pas, il joue pas en défensive. On est à 5 jours du premier match éliminatoire des Blue Jays. Tu te souviens du fameux commentaire de Isaiah Kiner-Falefa à un journaliste de l'équipe adverse il y a de ça 2 semaines qui avait dit « On va espérer se rendre loin en série pour que Beau Bichette puisse effectuer un retour au jeu en série de championnat. » Ouais. C'est ça qu'il avait dit, là. Donc, je veux dire, on a l'air de s'enligner là-dessus, là, Gavino. Série là. championnat, ça va être dans le coin du 10, 12, 13 octobre, là, dans ce coin-là. Là. Ben, oui. ça a l'air de ressembler beaucoup plus à ça qu'un départ samedi au Rogers Center. Alors, sans Beau Bichette, là, Gavino, on va se le dire, ça va être extrêmement compliqué. Les Blue Jays vont devoir puiser dans leur plus profonde réserve. Hey, un petit mot pour te dire que le documentaire sur Netflix, Qui a tué les Expos, la bande-annonce est maintenant disponible sur les médias sociaux. Allez voir ça. J'ai très hâte que ça sorte dans les théâtres, mais aussi sur Netflix. J'ai participé à tout ça. Ça va être vraiment le fun à regarder. Et jeudi soir, ne manquez pas une émission spéciale aux amateurs de sport en direct du 98.5 Sport en compagnie de Jérémy Rainville. Gavino et Jeremy Filosa seront présents pour faire une petite conversation sur les Blue Jays et prendre vos appels. Ça va vraiment être écœurant. 100% Blue Jays, jeudi soir au 98.5 Philo. Exactement, on va avoir bien du plaisir avec notre collègue Jérémy Rainville. Donc, mettez ça dans votre calendrier. Appelez-nous jeudi soir au 98.5. On va répondre à toutes vos questions. En passant, une salutation spéciale à Michel Branchot, qui ne manque aucune émission des Blue Jays, du podcast des Blue Jays, qui est un passionné des Blue Jays. Il marque même les games chez eux. Oui, complètement débile, un super bon gars. On se reparle vendredi pour un autre podcast des Blue Jays et jeudi au 98.5 au nom de Jérémy Filosa. Ici Gavino qui vous dit à bientôt tout le monde. Bye bye. OK, bye bye.